Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur cette carte, on va parler de l'Irlande. C'est une terre qui a connu une histoire extrêmement agitée, qui a passé le dernier millénaire en gros à lutter contre l'influence anglaise et qui est presque parvenue, presque, puisque comme vous pouvez le constater sur cette carte, il y a cette frontière là qui part de Londonderry, comme ça, qui arrive presque à l'Atlantique et qui redescend comme ça, qui va jusqu'à en gros Dundalk, etc. Et qui sépare l'Irlande en deux depuis quasiment un siècle, puisqu'ils vont fêter la partition. Je ne sais pas s'ils vont faire une fête, mais en tout cas, la partition aura un siècle l'année prochaine. Voilà, donc ça va être un événement dont on va probablement parler, surtout que la question de cette frontière est revenue sur la table suite au Brexit. Je vais en reparler à la fin de cette vidéo. L'Irlande fait partie, comme vous le savez, des îles britanniques, même si la majeure partie de l'Irlande ne fait plus partie du Royaume-Uni depuis la fin de la guerre, depuis 1949. C'est une île qui donc est très excentrée par rapport à l'Europe et qui n'a été, d'après ce qu'on a trouvé sur place comme traces d'occupation humaine, occupée par l'homme que depuis 10 500 ans environ. On n'a rien trouvé avant. Et c'est étonnant puisque dans le même temps, on sait que l'Amérique, qui a été colonisée par les hommes qui sont quand même passés par l'Asie, puis le détroit de Bering pour redescendre, a été colonisée des milliers d'années avant, voire des dizaines de milliers d'années avant. Mais l'Irlande, on ne trouve absolument rien comme trace d'occupation humaine avant 10 500 ans avant Jésus-Christ. Donc dans un premier temps, des hommes s'installent ici, puis il y a une immigration peuple indo-européen à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, et ensuite arrivent les Celtes qui, eux, vont imposer leur culture sur l'île. Eux, ils arrivent à peu près vers moins 700 avant Jésus-Christ. Il y a 4 territoires importants qui vont se détacher et qui font écho, par exemple, aux fans de rugby, puisque vous avez, par exemple, l'Ulster. Donc l'Ulster, c'est l'Irlande du Nord, tout simplement. Vous avez également le Leinster, le Munster et aussi le Connacht. Et les 3 premiers, ce sont des noms d'équipes d'Irlande de rugby. Ce sont des provinces à noter. Une petite parenthèse sport. En rugby, l'Irlande a une équipe unie, les 2 Irlandes. Mais en football, il y a 2 équipes distinctes. L'Irlande, donc l'Air, et l'Irlande du Nord, ils ont 2 équipes. On referme la parenthèse. Donc ces 4 royaumes-là sont dirigés sous les Celtes. Au 5e siècle arrive un roi unique qu'on appelle le Ard ri Érenn et qui va résider à Tara. Alors je vais vous le chercher sur la carte, Tara. Donc ici, pas très loin de Dublin. On va regarder si on peut regarder un petit peu. Donc vous voyez, on est exactement à Tara, là, sur la colline de Tara. Il reste plus grand-chose. Ouais, il y a des gens sympathiques là qui visitent, qui ont accepté d'être sur Google. À noter que l'Irlande est un des rares territoires à échapper à la conquête romaine. C'est relativement étonnant, sachant que les Romains, par exemple, ils n'ont pas réussi à conquérir l'Écosse. Ils n'ont même pas essayé de conquérir l'Irlande, si vous voulez. Plus d'un siècle plus tard, après l'arrivée des Celtes, arrivent les premiers missionnaires chrétiens. À leur tête, le dénommé Saint Patrick, qui va évidemment devenir le patron de l'Irlande. Et l'île va devenir un bastion catholique très vite, durant les siècles qui vont suivre. La religion catholique va vraiment s'implanter et devenir un élément central de la culture irlandaise, qui va être ensuite bouleversé par les Vikings, qui, comme vous le savez, puisque vous regardez toutes mes vidéos plusieurs fois, je le sais, vous les regardez en boucle, les Vikings vont arriver à partir de l'an 800 à peu près, et eux, ils vont, dans un premier temps, par exemple, ils vont fonder Dublin, qui est l'actuelle capitale de l'Irlande, au 9e siècle, et qui vont pas conquérir l'île, ils vont plutôt se fondre dans la population, ils vont s'assimiler à la population. Les Anglais vont finir par se mêler de ça, puisque l'Irlande est juste à côté, et que déjà à l'époque, les Anglais, comme ils vont le faire dans de nombreux endroits du monde, vont chercher d'abord à étendre leur influence avant de finalement prendre carrément les clés du pays, on va y revenir. Et donc ils vont commencer à mener des raids, et le dénommé Richard de Clare, qui lui est un Normand, qui lui était implanté, qui avait de la famille en France et en Angleterre, va finalement, au nom du roi d'Angleterre, venir commencer à entamer une conquête relative à l'Angleterre qui ne va cesser de chercher à étendre sa domination pendant des siècles. Il y a une première loi qui s'appelle la loi Poynings, qui instaure la domination anglaise. Arrive Henri VIII, c'est le roi d'Angleterre qui, pour pouvoir divorcer, a tout simplement créé sa propre religion qu'il a instaurée en Angleterre et qui est encore de mise en Angleterre. C'est la religion anglicane. Et lui, il va vouloir imposer ça en Irlande, comme dans tous ces territoires, et va commencer une véritable répression contre les catholiques qui vont devenir des sous-citoyens, même si le terme n'existait pas encore. Il va confisquer des terres qui appartenaient à des catholiques et les refiler à des paysans protestants. Évidemment, il y a des révoltes. Par exemple, au début du XVIIe siècle, il y a une révolte qui échoue. Il y a une guerre qu'on appelle la guerre de 9 ans. Les Irlandais sont battus et ce qui provoque une chute des leaders de la révolte. C'était des comtes et donc ils vont
tout simplement fuir dans les Caraïbes, notamment à la Barbade. Il va y avoir d'autres révoltes. Un peu plus tard, dans ce même siècle, au XVIIe siècle, par exemple, ils vont se confronter à Cromwell. Alors, Oliver Cromwell, c'est celui qui a dirigé l'Angleterre après la Révolution anglaise, puisqu'on n'est pas les seuls à avoir coupé la tête à un roi. Plus d'un siècle avant, les Anglais avaient déjà décapité leur roi et avaient instauré, alors c'était pas une république, c'était un État qui était dirigé par Oliver Cromwell, qui était très cruel. Il y a eu une guerre, vraiment une guerre civile. Cromwell a gagné cette guerre. Et quand les Irlandais veulent profiter des troubles en Angleterre, de la guerre en Angleterre, pour pouvoir obtenir leur indépendance, Cromwell, lui, va réagir, il va massacrer la population. Et on estime qu'il y a entre un tiers et la moitié de la population irlandaise qui va disparaître dans la répression de Cromwell. Il va lui aussi envoyer de nombreux colons dans le nord de l'Irlande, des colons qui sont évidemment protestants. Et de nombreux protestants donc, vont s'installer dans le nord de l'Irlande, ce qui va influencer ce qu'est l'Irlande du Nord encore aujourd'hui. À la fin du XVIIe siècle, des lois pénales contre les catholiques. Ces lois vont par exemple leur interdire d'enseigner. Il y a également une famine, il va y en avoir plusieurs des famines en Irlande, durant l'hiver 40-41. C'est ainsi qu'on estime qu'au XVIIe siècle, la population irlandaise est à 85% catholique, mais ils ne sont absolument pas représentés au Parlement irlandais qui existe encore. Le monopole est totalement protestant à ce moment-là. On va passer à la fin du XVIIIe siècle, où à nouveau une révolte va arriver, et les révoltés, qui s'appelaient des patriotes irlandais, vont chercher l'union avec la France, puisque à ce moment-là, en 1793, la France est en guerre contre l'Angleterre. D'ailleurs, elle est en guerre contre toute l'Europe, puisque on est durant la Révolution, et l'Europe veut venger la mort de Louis XVI, et les Irlandais se disent, ça peut être un allié, et donc les patriotes irlandais vont chercher une alliance avec la France, et la France va leur accorder 3 ans plus tard cette alliance. Ils vont même envoyer une première expédition de 15 000 hommes quand même, 42 vaisseaux, en décembre 96, qui est malheureusement dispersé par une tempête. Bon, c'est pas de bol pour les Irlandais, parce que si ça avait été au bout, 15 000 hommes, ça aurait probablement servi, puisque les Anglais aussi étaient occupés par la guerre. Ça n'empêche pas les Irlandais de lancer l'insurrection en 1798. Les Irlandais qui prennent la ville de Wexford. Il y a de nombreux massacres de protestants en Irlande, notamment en Irlande du Nord. Les Anglais qui reprennent le dessus à Vinegar Hill, donc la colline du vinaigre. Ça passe toujours mieux en anglais dans ces cas-là. Finalement, il y a une deuxième expédition française qui arrive en Irlande. Cette fois-ci, il n'y a que 1000 hommes, mais ça suffit quand même pour garantir une victoire des révoltés contre les Anglais à Castlebar. Malheureusement, les Anglais qui vont reprendre le dessus une nouvelle fois à Collooney, et les Français doivent capituler. Les Français qui vont tenter une troisième expédition qui va échouer en septembre de la même année, en 1798. Conséquence, les Anglais donnent fin à la révolte irlandaise et effectuent une répression terrible qui coûte la vie à 30 000 personnes. En 1800-1801 arrive tout simplement l'acte d'union, c'est-à-dire que les Anglais, cette fois, ils sifflent la fin de la récré, enfin ils pensent le faire, c'est-à-dire qu'ils décident d'unir unilatéralement l'Irlande à leur royaume, tout simplement. C'est comme ça, il n'y a plus de débat, il n'y a plus genre on domine, machin, tout ça, non. Là, l'Irlande fait partie du Royaume-Uni à partir de 1801. Ce qui ne va pas empêcher, et même au contraire, le peuple irlandais de chercher encore à se rebeller. En 1848, par exemple, il va y avoir une nouvelle révolte qui va échouer, accouplée à une autre famine qui a lieu entre 46 et 48. Il va faire que des millions d'Irlandais vont partir aux États-Unis. Ce qui va faire, surtout, que la population irlandaise va baisser de moitié entre le milieu du 19e siècle et la fin du 19e siècle. En 50 ans, la moitié des Irlandais vont disparaître ou partir en Amérique. C'est à ce moment-là que les Anglais commencent à en avoir un peu marre du cas irlandais. Et donc, ils vont leur promettre un projet non pas d'indépendance, faut pas rêver, mais d'autonomie, comme les Anglais savent le faire, comme ils l'ont fait au Canada, ils l'ont fait en Australie. Donc ça veut dire qu'ils donnent pas l'indépendance, mais ils donnent l'autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, ils leur disent, bon, vous gérez vos affaires interne, vous gérez votre économie, vous faites ce que vous voulez, tant que vous jurez allégeance à la couronne. Et donc ça, c'est un projet qui va traîner comme ça, et que les Anglais ne vont cesser de reporter pour diverses raisons. Donc le Parlement anglais va finalement repousser le projet en 1886, en 1893, en 1903, en 1912. Souvent, dans ces cas-là, pas toujours, mais souvent, la Chambre des communes qui est élue accepte de voter le texte, mais la Chambre des Lords, elle qui n'est pas élue, puisque ce sont les nobles qui y sont, eux, la Chambre des Lords va refuser à chaque fois. Finalement, le roi George V va accepter de signer le texte en 1914, sauf qu'en 1914, il y a la Première Guerre mondiale qui survient, et donc le projet est une nouvelle fois reporté, ce que les Irlandais ne vont pas accepter. Ils vont se dire, bon c'est bon, les Anglais se foutent de notre gueule. Finalement, il y a une insurrection à Pâques en 1916,
fin avril. Il y a un millier d'Irlandais qui s'attaquent à des bâtiments publics. Il y a une répression, évidemment la révolte est écrasée. Mais cet événement va faire que 2 ans plus tard, lors des élections au Parlement anglais, où les Irlandais ont des sièges, quasiment tous les sièges irlandais sont conquis par le Sinn Féin, qui est le parti indépendantiste irlandais depuis 1905. L'année d'après, ces mêmes députés irlandais vont refuser de siéger au Parlement anglais et vont retourner à Dublin pour siéger à Dublin, ce que les Anglais évidemment ne vont pas accepter. Donc il va y avoir une guerre d'indépendance pendant 2 ans. Les Irlandais à ce moment-là sont menés par Michael Collins, qui dirige l'IRA. À la fin de cette guerre, les Anglais en ont ras-le-bol. On va leur accorder leur truc. Il y a des négociations. Finalement, on leur accorde le statut de Dominion, donc effectivement, ils peuvent gérer leurs affaires personnelles, lever leurs impôts, etc. Mais ils doivent quand même jurer allégeance au roi. On accorde le statut de Dominion à l'Irlande, sauf à l'Irlande du Nord, qui, elle, est composée essentiellement de populations protestantes et unionistes, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas envie de se retrouver avec des catholiques dans le même pays. Eux, ils veulent rester au sein du Royaume-Uni. Et donc, en 1921, l'accord, c'est toute cette partie-là, ça sera le Sud, ça sera un Dominion britannique avec une relative indépendance qu'on appelle une autonomie, un Dominion, et le Nord reste dans le Royaume-Uni. Cet accord, tout le monde ne sera pas d'accord justement là-dessus, puisque Michael Collins, lui, qui dirige l'IRA, va signer cet accord, mais une bonne partie de ses frères de combat va refuser cet accord parce qu'ils ne veulent pas que l'Irlande soit divisée et ils ne veulent pas non plus devoir jurer fidélité à un roi qu'ils détestent. Donc il va y avoir une guerre civile en Irlande durant laquelle Michael Collins va être tué par ses anciens frères de lutte. Au final, l'accord est signé et donc depuis 1921, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Et l'Irlande n'était pas encore indépendante, ça va prendre un peu de temps, puisque dans les années 30, l'Irlande va commencer à se démarquer de la Grande-Bretagne. Par exemple, en 1933, elle va abolir, sous Eamon de Valera, le serment qu'elle doit faire au roi d'Angleterre, ce qui est extrêmement symbolique. En 1937, elle se dote d'une constitution, et puis finalement, en 1949, le Parlement irlandais, qui avait été réinstitué lors des accords de 1921, le Parlement irlandais va voter l'indépendance de l'île, qui va devenir une république, la République d'Irlande, et qui, elle, va connaître la paix jusqu'à maintenant, sans discontinuer. Par contre, la lutte va reprendre en Irlande du Nord, paradoxalement, puisqu'il n'y a pas que des protestants en Irlande du Nord, il y a aussi une minorité catholique, et c'est ce qui va poser problème à la fin des années 60, et pendant 30 ans, jusqu'en 98, il va y avoir ce qu'ils appelaient des troubles, des troubles, entre d'un côté la minorité catholique qui souhaite être réincorporée à l'Irlande et les unionistes, qui sont majoritaires, les unionistes protestants, qui eux veulent rester dans le Royaume-Uni. Pendant 30 ans, il va y avoir une guerre civile. Est-ce que c'est une guerre civile? Parce que, évidemment, les unionistes, ils vont lever des unités paramilitaires, mais ils vont être aidés par la police anglaise, l'armée anglaise même. Est-ce que c'est une guerre civile? Est-ce que c'est une guerre d'indépendance? Encore aujourd'hui, les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait de nommer, par exemple, les révoltés catholiques des terroristes. On ne sait pas. En général, c'est le vainqueur qui réécrit l'histoire, puisqu'aujourd'hui, les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, ils sont considérés comme des héros parce qu'ils ont résisté à l'oppression, mais à l'époque, tout le monde les appelait des terroristes. Et seulement comme c'est les résistants qui ont gagné la guerre, entre guillemets, du coup, c'est plus des terroristes. Et là, c'est pareil, on ne sait pas. Les historiens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'effectivement, il y a eu des attentats, il y a eu des milliers de morts. C'est un conflit qui a coûté la vie à 3500 personnes environ, essentiellement des révoltés, évidemment, mais il y a eu des morts des deux côtés, il y a eu des atrocités des deux côtés. Et durant 30 ans, donc, l'Irlande du Nord connaît 3 décennies extrêmement compliquées. Il y a des événements tragiques qui vont avoir lieu, par exemple le fameux Bloody Sunday, chanté par U2, qui a lieu le 30 janvier 72, où durant une manifestation pacifiste, il y a les paras anglais qui ouvrent le feu et qui roulent sur des manifestants, tout simplement, avec leurs tanks. Il y a 13 morts, dont 7 adolescents, et 14 blessés. Donc ça, c'était pas au Moyen-Âge, c'était il y a même pas 50 ans, dans un pays européen. Voilà, c'était 4 ans après mai 68, quand même. Vous voyez, mai 68, il y a un mort. Il y a également une grève de la faim des prisonniers irlandais, des dirigeants catholiques qui sont emprisonnés dans une prison macabre. Au début, ils sont considérés comme des prisonniers politiques, donc ils sont quand même relativement protégés, mais on leur enlève ensuite ce statut pour en faire des prisonniers de droit commun, ce qui signifie que ça fait d'eux des meurtriers, des assassins, des terroristes, ce que vous voulez. Et donc ils entament une grève de la faim, non pas pour obtenir l'indépendance de l'Irlande, mais simplement pour défendre leurs droits. Et Margaret Thatcher ne va pas céder, ce qui fait que durant cette grève de la faim, il va y avoir 10 morts, dont le leader de cette révolte, qui s'appelait Bobby Sands, qui a quand même réussi l'exploit de se faire élire au Parlement alors qu'il était en prison, et qui va mourir de faim. Et Margaret Thatcher va laisser faire, tout simplement. Donc ça, c'était il y a même pas 40 ans au Royaume-Uni. Finalement, il va y avoir un processus de paix
qui va être signé grâce à l'intervention de l'Union européenne, parce que rappelons qu'à ce moment-là, en 1998, l'Irlande et la Grande-Bretagne font partie de l'Union européenne. Tony Blair et son homologue irlandais vont signer un processus de paix. Donc depuis 1998, il n'y a plus d'exactions, plus de violence. Reste que, par exemple, quand vous vous baladez à Belfast, vous pouvez croiser un des 99 murs de la paix, et c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'ils ont créé des murs entre les quartiers protestants et catholiques pour empêcher qu'ils se croisent, pour empêcher des violences éventuelles. Encore aujourd'hui, donc, c'est les murs, on se plaint tout le temps des murs, à raison, hein. On a fait la fête quand le mur de Berlin est tombé, on parle souvent du mur fabriqué par Israël, parle du mur entre les États-Unis et le Mexique, à chaque fois, tout le monde est affligé, quoi, parce que c'est pas possible de devoir construire des murs entre les gens pour qu'ils puissent cohabiter. On a l'impression qu'on est passé au-delà de ça. Eh ben non. En Irlande du Nord, même s'il y a un projet pour les supprimer d'ici 10 ans, dans les faits, ces murs existent toujours à Belfast. C'est quand même incroyable parce qu'en France, dans la plupart des pays européens, on peut vivre ensemble si on est musulman, catholique, protestant, juif, tout ce que vous voulez, même s'il y a des tensions parfois. Hein. En Irlande du Nord, il y a des murs entre catholiques et protestants. Malgré tout, il y a la paix, mais le Brexit met en danger ce fragile équilibre, on va dire, puisque, comme vous le savez, depuis 4 ans, il y a 4 ans, le Royaume-Uni a voté sa sortie de l'Europe. Dans les faits, en fait, la frontière n'existait plus puisque les deux pays font partie de l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il n'y a plus de frontières. Ça veut dire qu'il y avait de nombreux échanges économiques et humains entre les deux entités. Chaque jour, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de Nord-Irlandais et d'Irlandais qui franchissent la frontière pour aller travailler de l'autre côté. Si le Brexit va jusqu'au bout du truc, eh ben, il va y avoir à nouveau une frontière, ce qui risque de raviver des tensions, puisque notamment les nationalistes irlandais vont se dire, à nouveau on nous met des murs, on nous met une frontière. Depuis le début des négociations sous Theresa May et sous Boris Johnson, il y a des projets pour essayer de trouver un accord, pas que la frontière soit rétablie, parce que les Anglais ils n'ont pas envie de se retaper des troubles en Irlande. Pour l'instant, il y a des dérogations, pour l'instant les Irlandais ont le droit de continuer à faire comme avant, mais il va falloir qu'ils se décident à un moment ou à un autre. Ils ont reporté le truc évidemment, mais à un moment ils vont devoir décider et ça pose un problème. Donc encore aujourd'hui, au sein de l'Europe, vous avez des peuples qui sont séparés par la religion, par des vieilles histoires qui n'ont plus aucun sens, des pays qui normalement ont la même culture commune, mais qui sont séparés. Voilà. Les rugbymen irlandais, comme je vous l'ai dit, arrivent à jouer ensemble. Comme souvent, le sport arrive à réunir les gens. L'Allemagne a réussi à se réunifier. On peut espérer que l'Irlande se réunifie un jour, que l'Irlande du Nord intégrera la République d'Irlande un jour, mais faudrait que son peuple le veuille. Bref, j'espère vous avoir éclairé en m'intéressant à ce cas. J'ai appris beaucoup de choses et je vous souhaite une excellente journée.